Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Les nouveaux chemins partent tous les jours en quête de perfection, en compagnie de Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Antoine Ravon et Tristan Grenassia, à la réalisation incandescente cette semaine Mydia Portis-Guérin, à la lecture brûlante Marianne Bassler, avec aujourd'hui à la prise de son incendiaire Dhofar Guéride. « 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui s'approchera au plus près de la flamme pour vous donner envie de lire le dernier livre du jeune Robert Misrahi, Philosopher avec la jeunesse, disponible aux éditions Encre Marine. В огромном городе моем ночь. Из дома сонного иду прочь. И люди думают, жена, дочь. А я запомнила одну ночь. Июльский ветер мне метет путь. И рядом музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари. Si vous saviez, passant, attiré par d'autres regards charmants que le mien, que de feu j'ai brûlé, que de vie j'ai vécu pour rien, que d'ardeur, que de fougue donnée pour une ombre soudaine ou un bruit, et mon cœur, vainement enflammé, dépeuplé, retombant en cendres. Oh, les trains s'envolant dans la nuit qui emportent nos rêves de gare. Sauriez-vous tout cela, même alors, je le sais, vous ne pourriez savoir pourquoi ma parole est si brusque, dans l'éternelle fumée de cigarettes, et combien de tristesse noire gronde sous mes cheveux clairs. Quel est donc ce feu qui brûle dans les veines de Marina Tsvetaeva, dont elle dit qu'elles ne sont remplies pas de sang, mais d'âme? Cet incendie qui pousse Rilke à s'isoler et à s'ordonner en poète de changer sa vie. Cette flamme que ranime Flaubert chaque jour en gueulant son texte exténué, s'éraillant la gorge au rythme de la phrase. Cette incandescence, enfin, qui anime aussi Glenn Gould, recroquevillé sur sa chaise trouée, gémissant sur son clavier, les doigts au service du génie de l'interprétation. Quel est le brûlant secret qui guide ces âmes intransigeantes en quête de perfection, ces affamés insatisfaits et jamais rassasiés? Leur idéal, la seule chose qui vaille d'être cherchée et vécue, c'est-à-dire écrite, c'est l'absolu. Non pas Dieu, ni le beau, ni le bien, ni le vrai, piètre mot pour ces poètes, mais l'absolu, c'est-à-dire ce qui ne cède sur rien, ce qui fait fi des conditions, ce qui esquisse une sortie possible hors de la médiocrité de l'existence. Mais la perfection n'est pas un choix. La radicalité n'est jamais une option, que l'on soit poète, écrivain ou pianiste. Ces artistes sont des forçats que la soif d'absolu ordonne chaque jour, à qui la soif d'absolu ordonne chaque jour de bâtir douloureusement des chefs-d'œuvre au risque d'y laisser leur peau. Demain, Jean-Michel Molpois vous ouvrira l'univers poétique et solitaire de Rainer Maria Rilke, l'auteur des lettres à un jeune poète qui ne cesse de changer le cours de la vie de ceux qui les lisent. Mercredi, Pierre-Marc de Biasy s'enfermera dans le gueuloir de Flaubert pour y marteler sa quête d'absolu protéiforme, artistique, amoureuse, sexuelle, esthétique. Et jeudi, le philosophe André Hirte se fera docteur pour ausculter la fièvre de Glenn Gould, l'interprète fou. Mais aujourd'hui, pour commencer cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Tzvetan Todorov, qui dans son ouvrage intitulé « Les aventuriers de l'absolu », paru chez Robert Laffont, propose un portrait bouleversant de Marina Tsvetaeva. Bonjour à vous, Tzvetan Todorov. Bonjour. Vous
Охватила голову и стою, что мне людские козни. Охватила голову и пою на заре на поздней. Ах, неистовая меня волна подняла на гребень. Я тебе пою, что у нас одна, как луна на небе. Что на сердце вороном налетев, в облака вонзилась горбоносую, чей смертелен гнев и смертельная милость, милость. Что им над червонным моим Кремлем свою ночь простерла, что певучей негою, как ремнем, мне стянуло горло. Ах, я счастлива, никогда заря не сгорала чище. Ах, я счастлива, что тебя даря удаляюсь нищий. Что тебя, чей голос углубь мгла, мне дыхание сузил, я впервые именем назвала царско-сельской музы. Охватила голову и стою, что мне людские козни. Охватила голову и пою на заре на поздней, на заре на поздней, на заре на поздней. Il est rare de rencontrer un auteur qui donne à ce point l'impression d'avoir vécu et écrit en contact avec l'absolu. Tsvetan Todorov, on vient d'entendre l'interprétation chantée d'un poème de Marina Tsvetaeva par Elena Frolova, Les mains sur les tempes. Dans votre livre, vous caractérisez ce poète qu'est Marina Tsvetaeva avec un seul terme qui la caractérise parfaitement, dites-vous, c'est celui d'incandescence. Effectivement, Tsvetaeva est un auteur qui semble avoir voulu réaliser un idéal qu'elle évoque d'ailleurs en ces termes, vivre dans le feu. Pour elle, seule la vie au maximum de l'intensité valait la peine d'être vécue. Et d'ailleurs, quand elle a eu l'impression qu'une telle vie n'était plus possible pour elle, elle a mis d'elle-même fin à son existence. C'était en 1941. C'était en 1941. Il y avait à cela des raisons, bien sûr, objectives, comme on dit, c'est-à-dire indépendantes de sa volonté, et notamment le conflit et l'épanouissement de deux grands totalitarismes du XXe siècle. Tsvetaeva était une émigrée en France pendant une quinzaine d'années, mais les circonstances de sa vie familiale l'ont contraint de rentrer en Russie. À ce moment, toute sa famille a été frappée par la répression la plus sauvage, se retrouvait en prison ou vite envoyée au goulag quand ce n'était pas devant le peloton d'exécution. Pour elle, il restait vraiment une voie toute étroite de survie. À ce moment a commencé la guerre entre l'Allemagne nazie et la Russie bolchevique. Les écrivains ont été évacués, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire envoyés loin de la ligne de front pour survivre, mais on ne leur assurait pas une survie décente, de sorte que pour Tsvetaeva, cela voulait dire quasiment la fin, l'impossibilité de continuer à écrire ce qui pour elle était l'équivalent de vivre. Vivre, écrire, et écrire, c'est vivre, était l'une de ces formules définissant son existence. Donc, en ce moment, abandonnée de tous, elle a préféré partir toute seule. Rares sont les auteurs également qui écrivent de manière aussi claire et précise sur leur propre rapport à l'écriture. On trouve de nombreuses pages, y compris dans ses poèmes, dans sa prose. Il y a beaucoup de sa correspondance aussi est très foisonnante. Tout cela est publié et disponible, bien heureusement, parce que du coup, on peut lire ces mots bouleversants que Tsvetaeva écrit sur son propre travail, sur sa conception de poète. Et à la différence peut-être des artistes dont on parlera pendant le reste de la semaine, notamment de Rilke demain, avec lequel elle a correspondu, Tsvetaeva ne distingue pas la création d'un côté et la vie de l'autre. Elle insiste beaucoup pour que cette quête d'absolu passe aussi par son existence elle-même, dont l'écriture n'est qu'une composante. Il est vrai que Tsvetaeva a beaucoup écrit et que aujourd'hui on peut lire quasiment tout en excellente traduction française. Sa poésie est ce qui se laisse traduire le moins facilement,
parce qu'elle a un travail constant sur les mots, sur le rythme, sur les rimes, sur le déroulement purement verbal. Et là, il faut être un peu génial pour parvenir à le transmettre, mais il existe des traductions remarquables Notamment de par Tsvetaeva. Elsa Triolet, alors chez Gallimard, on trouve des traductions des poèmes Non, russes. les grandes traductions de Tsvetaeva sont faites par une autre femme qui s'appelle Ève Malraux, qui est décédée aujourd'hui, mais qui a publié un livre de traduction dans lequel elle est entrée dans une sorte de contact surnaturel avec Tsvetaeva. C'est comme si Tsvetaeva s'était réincarné dans cette personne écrivant en français. Mais ce qui existe aussi, et ce qui pose beaucoup moins de problèmes de transmission et de compréhension, c'est d'abord sa prose. Elle a rédigé de nombreux textes autobiographiques, narratifs, mais aussi des essais consacrés à la littérature et à travers cela à la vie, car il n'y avait pas de séparation entre les deux pour elle. Enfin, on a découvert, longtemps après sa mort, une cinquantaine d'années après sa mort, on a découvert qu'elle avait rédigé une littérature intime faite de lettres, de notes dans les carnets, qui atteint un niveau exceptionnel et qui se trouve notamment sélectionné et présenté dans ce livre intitulé Vivre dans le feu, qui montre les différentes étapes de son existence. Et effectivement, elle se distingue du grand modèle romantique dont elle fait d'une certaine façon partie, car elle participe du grand mouvement depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe, où l'on a une conception particulière de la poésie, du rôle du poète. En cela, elle est assez proche de Rilke, elle est proche aussi d'autres précurseurs très importants. Mais sur un point, elle s'en sépare. Elle adresse même un reproche respectueux à des personnages comme Rilke, comme Proust, comme Pasternak, c'est-à-dire ceux qui constituent son panthéon personnel, un reproche que ces grands auteurs aient quelque peu négligé la vie privée, la vie personnelle, la vie de l'amour, la vie du dévouement pour ses proches, que pour Tsvetaeva, on doit mener dans un seul mouvement et avec le même idéal d'intensité et d'aspiration à l'absolu. Écoutons-la expliquer ce rapport à l'idéal d'absolu qui passe tant par l'écriture que par la vie, y compris quotidienne, dans laquelle elle essaye d'insuffler cet absolu. C'est un extrait du Poète et la critique qu'on trouve dans les œuvres complètes de Marina, enfin la prose autobiographique que vous avez proposée, que vous avez éditée de Tsvetan Todorov, qu'on trouve aux éditions du Seuil. Écoutez, c'est interprété par la comédienne Marianne Bassler. Quand j'entends parler d'une forme particulière de structure poétique de l'âme, une tournure populaire familière, je pense que ce n'est pas juste. Et si c'est juste, cela ne concerne pas seulement les poètes. Un poète, c'est un être humain multiplié par 1000, et les natures particulières des poètes sont aussi différentes les unes des autres que les natures humaines en général. Dire « un poète dans l'âme », c'est aussi imprécis que de dire « un être humain dans l'âme ». Un poète, premièrement, c'est quelqu'un qui a franchi les limites de l'âme. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est sorti de l'âme pour entrer dans le verbe. Un poète, c'est quelqu'un qui a un don égal pour l'âme et pour le verbe. Voilà pourquoi il n'existe ni poète qui n'écrive pas, ni poète qui ne sente pas. Tu sens, mais tu n'écris pas. Tu n'es pas un poète. Où est donc le verbe ? Tu écris, mais tu ne sens pas. Tu n'es pas un poète. Où donc est l'âme ? Une forme inséparable de l'essence. Voilà ce qu'est un poète.
Il est évident que je préfère celui qui sent mais qui n'écrit pas à celui qui écrit mais ne sent rien. Le premier sera peut-être un poète demain, ou un saint, ou héros. Le second n'est rien du tout. Un poète, c'est hors de l'âme et non dans l'âme. Et un poète, c'est quelqu'un qui est sorti de l'âme pour entrer dans le verbe. Voici, Tsvetan Todorov, la conception que Tsvetaeva se fait de son écriture. Le fait que l'écriture et l'existence et l'âme soient aussi associées pour elle ne va pas, cependant, sans une forme de tristesse ou de rejet de ce qu'elle appelle quand même l'existence quotidienne, qui pour elle est teintée de misère. Il ne faudrait pas passer sous silence cette dimension-là de sa vie. Bien entendu. Mais il est important de comprendre déjà cette exigence d'absolu, à la différence de beaucoup de nos contemporains d'ailleurs. Pour Tsvetaeva, la création n'a pas du tout pour objectif de faciliter l'expression de l'individu, de lui permettre d'étaler au grand jour ses états d'âme, son identité, de mieux la découvrir même. Le but de la poésie pour Tsvetaeva, c'est de révéler l'identité du monde. Le poète est un être un peu possédé, qui écrit comme sous la dictée du monde lui-même. Tsvetaeva disait qu'elle souhaitait pour son épitaphe que sur sa tombe, sur la pierre tombale, on écrive pour elle sténographe de lettres, c'est-à-dire de quelqu'un qui se contente de transcrire ce que le monde lui dicte, plutôt que d'exprimer le caractère unique de son identité, de son individualité. Il faut ajouter entre parenthèses que non seulement on n'a pas écrit ces mots sur sa pierre tombale, mais on ne sait pas où est sa tombe, car morte dans les conditions qu'on a dites tout à l'heure, du début de la guerre, son corps a été jeté dans un coin du cimetière, dans une fosse commune, et on ne sait toujours pas où Tsvetaeva exactement aurait été enterré. Mais il faut maintenant revenir effectivement à sa vie. Tsvetaeva n'est capable de gagner sa vie que d'un seul moyen, écrire. Or, elle n'est pas autorisée de publier tant que cela, pendant qu'elle vit encore en Union soviétique, ou en Russie soviétique. Elle quitte donc en 1922, elle vit pendant 2-3 ans en Tchécoslovaquie après avoir traversé Berlin, et puis, à partir de la fin de 1925, elle s'installe à Paris, ou plus exactement dans la banlieue parisienne. Mais elle n'a aucun autre moyen de subsistance que d'écrire. Et d'écrire à cette époque, cela veut dire écrire plutôt en russe. Il y a une abondante presse russe, mais cette presse ne s'intéresse pas particulièrement à la poésie. On lui demande d'écrire d'une certaine manière qui peut intéresser la totalité de ses lecteurs, lesquels ne sont sensibles ni à l'évolution de pensée de Tsvetaeva, ni à ses recherches formelles. Il faut dire qu'elle était en Russie, elle avait des lecteurs, des gens qui la connaissaient, elle était respectée pour son travail, et quand elle arrive en France, elle se rend bien compte qu'elle n'a aucun interlocuteur, et que son travail est publié dans l'indifférence générale, alors qu'elle a à sa charge à ce moment-là quand même des enfants. C'est-à-dire elle est seule à Paris, si je ne me trompe pas. Elle n'est n'est pas seule, mais son mari n'est jamais parvenu à gagner sa vie par ses propres moyens.
jusqu'à un moment assez avancé quand il décide de devenir agent secret de l'ambassade soviétique. À partir de quel moment il est effectivement payé. Mais auparavant, pendant presque une dizaine d'années, elle est obligée d'être le seul pourvoyeur de moyens à sa famille, 2 enfants, un mari malade, elle-même, alors qu'elle ne sait qu'écrire. Elle est bilingue par ailleurs, elle écrit aussi en français, elle a laissé des textes, des lettres, des brefs textes en prose, mais aussi des poèmes écrits en français, mais ses recherches poétiques ou prosaïques en français rencontrent aussi peu de succès qu'en russe. Absence totale de gens qui aiment mes vers. Leur absence dans ma vie de tous les jours. Personne à qui les lire, personne à qui demander, personne avec qui se réjouir. Tout le monde, peu de monde, est occupé à d'autres choses. Effroyable solitude créatrice. Tout en détestant les petits cercles, j'aimerais tellement avoir des amis. Caractère étouffant de mon existence quotidienne. Elle étrangle. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Je ne sais pas si je pourrai un jour retourner en Russie. Mais je sais que jusqu'à la dernière strophe, je crierai avec force des vers faibles. Mais je sais aussi que comparé avec ne serait-ce que le jaillissement tchèque de poésie lyrique, je me suis desséchée, tarie. Je suis dans la misère. Mais ce tarissement est celui de l'âme, pas celui du vers. Il touche la création en profondeur, pas le cahier. Je sais aussi qu'il me suffit de prendre la plume. Je sais aussi que je la prends de plus en plus rarement. Seigneur, donne-moi d'être jusqu'à mon dernier souffle un héros du travail. Кем полосника твоя нынче выженется, чернокосника моя, чернокнижница, дни полночные твои, век твой таборный, все работнички твои разом забраны. Где сподручники твои, те сподвижники, белорученика моя, чернокнижница. Не загладить тех могил слезой славою, один заживо ходил, как удавленный, другой к France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h23. C'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée aux forçats de l'absolu. Rilke, Flaubert, Glenn Gould. Et aujourd'hui, pour commencer cette semaine, Marina Tsvetaeva en compagnie de Tsvetan Todorov, qui l'on doit notamment un ouvrage intitulé Les Aventuriers de l'absolu chez Robert Laffont, dans lequel on trouve un chapitre consacré à Marina Tsvetaeva. Соколиная стрела, голубиная, знать в 2 перышка тебе пишут тамотка, знать уж в скорости тебе выйдет грамотка. Tsvetan Todorov, vous disiez que dans le travail de Marina Tsvetaeva, on ne pouvait pas constater la même scission entre la vie et l'écriture que par exemple chez Rilke ou encore chez d'autres, et pourtant reviennent à de nombreuses reprises dans ses textes, sa poésie, sa prose, des expressions qui qualifient l'existence quotidienne comme étant misérable et douloureuse, comme si l'écriture était une forme de refuge, puisque c'était le lieu où on pouvait bâtir une perfection qui était absente
de la vie quotidienne. Mais il y a un dualisme quand même entre l'existence terrestre et ce à quoi la création peut la conduire. Chez elle, le dualisme n'est pas vraiment entre l'art et la vie, mais il y a un dualisme tout aussi fort entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Et comme la vie quotidienne ne se prête pas à cette élévation à laquelle elle rêve, elle la méprise et la vie se venge sur elle. Mais elle ne rêve pas moins de mener une vie tout aussi intense en dehors de la poésie. Elle dit aussi dans l'une des phrases qu'on vient d'entendre, et c'est tout à fait essentiel pour elle, bien écrire, ce n'est pas bien enchaîner les mots, c'est être la personne qui vit intensément et qui parvient à trouver les mots pour exprimer cette expérience unique. La qualité du poète vient de son être, non pas d'une maîtrise quelconque des rimes et des rythmes. Il n'y a pas de technique, elle laisse là aux critiques littéraires, alors qu'elle dit... Elle est féroce envers ce qu'elle appelle les esthètes. Elle déteste ceux qui accordent l'importance à la forme et non pas au contenu même. Elle dit aussi, moi je ne suis pas spécialiste de la littérature, ma spécialité c'est la vie. Ma profession, c'est la vie. Elle écrit « Je méprise les belles lettres, toutes ces fleurs et ces lettres et ces intermèdes lyriques ne valent pas une chemise réparée à temps. L'esthétisme, c'est l'insensibilité, c'est un calcul, prendre tout sans souffrance, transformer même la souffrance en délice. » Et donc elle dit « N'aimez pas les couleurs avec vos yeux, les sons avec vos oreilles, mais aimez toutes choses avec l'âme. L'esthète est un jouisseur cérébral, une créature méprisable. » Oui, elle rejette aussi bien les esthètes que ce qu'elle appelle les esthètes, c'est-à-dire ceux qui se soucient de la perfection littéraire, oubliant que cette perfection ne peut que découler du perfectionnement de l'être, et que le travail à livrer, c'est un travail sur l'être lui-même, l'être de l'auteur, et non pas sur la forme poétique. Il ne s'agit pas de ciseler les vers, il s'agit de les rendre de plus en plus vrais. Et c'est seule la vérité qu'elle recherche dans toute son œuvre. Et pourtant, elle n'a pas une dimension morale de l'écriture, parce que vous dites qu'il s'agit d'être et de devenir peut-être meilleur, en tout cas de travailler sur soi davantage que travailler sur la langue. Mais on ne peut pas dire que chez Tsvetaeva, l'art soit subordonné à toute forme de morale, au contraire. Il n'y a aucune possibilité de subordonner l'art à quoi que ce soit. L'art n'est soumis, dit-elle, qu'à la perfection de l'œuvre. Mais la perfection de l'œuvre consiste en ce rapprochement infini de la vérité du monde. Donc cela englobe toute morale, toute beauté et toute vérité. Elle a une façon de vivre sa vie comme dans l'écriture, c'est dans l'importance qu'elle accorde au sentiment amoureux, à la passion, et vous l'écrivez bien dans votre livre, cette façon qu'elle a de s'éprendre passionnément d'un homme qui, par exemple, va lui envoyer une lettre lui faisant des compliments sur son travail. Elle va tomber folle amoureuse de lui écrire, celui-ci ne répondant pas ou étant un peu surpris. Elle va ensuite envoyer une lettre qui sera inquiète, qui témoigne d'une forme d'inquiétude, et puis enfin finalement la lettre de rupture où elle s'avoue complètement déçue par cette personne qui n'a absolument rien demandé. C'est un schéma classique qui revient à plusieurs reprises, comme si elle voulait mettre à l'épreuve l'existence quotidienne, et bien sous cette demande d'absolu qui passe aussi par le sentiment amoureux. Oui, et la quatrième ou dernière phase consiste à écrire un poème magnifique. Il y a un poème qu'on récite souvent en français, car il en existe une très bonne traduction qui s'appelle « Tentative de jalousie », dans laquelle elle développe une superbe tirade contre un homme qui l'aurait abandonné. Et on sait bien le prétexte de ce poème. Il s'agissait d'un excellent ami de Tsvetaeva qui est toujours intervenu pour l'aider dans la vie, mais qui n'avait jamais été amoureux. Il n'y avait jamais eu de relation amoureuse entre les deux. Mais il lui avait suffi de l'imaginer à elle un jour pour écrire ce poème inoubliable quant à l'expression
de la jalousie, de cette passion humaine. C'est comme si elle puisait, elle s'arrangeait pour créer au sein de sa vie quotidienne si misérable. Là, pour le coup, c'est pas une exagération, puisqu'on vous l'avez dit, elle a des conditions de vie extrêmement difficiles. Donc, elle voulait créer des situations qui nourrissent finalement sa création. En tombant éperdument amoureux de quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré, qu'elle ne rencontrera pas, c'est une manière de mettre en scène ce besoin d'absolu dans l'amour. Elle a effectivement su transfigurer. Et pour elle, la poésie avait notamment cette fonction de transfigurer le réel, non pas pour l'embellir ou l'enjoliver, mais pour en révéler la vérité secrète. Et elle y accédait par un dur labeur. Tous ses poèmes, toutes ces lettres qu'elle écrit à des proches, ont connu plusieurs brouillons. Elle les écrit, les réécrit, elle cherche la formule la plus juste pour dire ce qui lui tient à cœur. Et je dois dire que quand elle s'accable un peu en disant « je me dessèche » dans une des citations qu'on vient d'entendre, elle n'atteint pas effectivement cette abondance lyrique qu'elle a connue dans les années 20 et au tout début de sa carrière, dans les années 10 du XXe siècle. Mais ces textes des années 30, c'est-à-dire ces derniers grands textes, sont d'une maturité, d'une intensité tout à fait exceptionnelle. Il lui fallait, pour vraiment aimer quelqu'un ou quelque chose, que ce soit éloigné, que ce soit loin. Mon cher Pasternak, pour être en relation avec quelqu'un, mon mode préféré, c'est celui de l'au-delà, le rêve, voir en rêve. Et le deuxième, la correspondance. Une lettre, c'est en quelque sorte une forme de relation supraterrestre, moins parfaite que le rêve, mais les lois en sont les mêmes. Ni l'un ni l'autre ne surviennent sur commande. Vient le rêve et vient l'écriture, non pas quand nous le voulons, mais quand ça veut. La lettre, être écrite, le rêve, être vu, mais les lettres veulent toujours être écrites. C'est pourquoi, en premier lieu, ne vous rongez jamais, même du plus minuscule grignotement, si vous ne répondez pas. Et ne parlez pas de reconnaissance, tout grand sentiment est une fin en soi. Je n'aime pas les rencontres dans la vie, on se heurte de front, de murs. Pénétrer devient impossible. Une rencontre doit être un arc. À ce moment-là, la rencontre est au-dessus, les fronts rejetés en arrière. C'est une correspondance de trois amoureux, l'un de l'autre, qui ne se rencontrent pas. Leur amour passe dans les lettres. Leur amour est tout à fait intellectuel, spirituel, si vous voulez. C'est l'amour entre les âmes et non pas entre les corps. Mais c'est un amour passionné, c'est une frénésie, c'est une extase. Et de la part de trois, même si nous disons qu'au centre de cette correspondance se trouve Marina Tsvetaeva, mais elle le dit carrément que Boris Pasternak lui a fait cadeau de Rilke. Et maintenant, elle veut l'avoir à elle toute seule. Elle veut le posséder et ne pas partager son amour pour Rilke, même avec Pasternak, qui, en même temps, lui voue un amour aussi passionné que elle à Rilke. J'ai reçu par les voies détournées qui sont les nôtres un poème écrit avec une vérité, une authenticité dont aucun de nous aujourd'hui en URSS n'est capable. Ce fut le second bouleversement de la journée. Cette poétesse est Marina Tsvetaeva, une poétesse née. Elle vit dans l'émigration à Paris. J'aimerais, oh je vous en conjure, pardonnez-moi mon audace et cette apparence d'indiscrétion, j'oserais souhaiter qu'elle vive à son tour quelque chose de pareil à la joie qui m'a inondé grâce à vous. J'imagine ce que serait pour elle un livre de vous, peut-être les élégies de Duino, que je ne connais que par ouï dire, avec un mot de vous. Oh, pardonnez-moi, je vous prie.
Mais dans la lumière réfractée de la vaste et profonde contingence, dans l'aveuglement de cet état de joie, j'ose dire que la réfraction est une vérité, que ma prière est exauçable et d'une certaine manière utilisable. Pour qui? En vue de quoi? Je ne saurais le dire. Peut-être pour le poète qui est contenu dans la poésie et porte à travers les âges des noms différents. Peut-être une des meilleures façons de se familiariser avec la prose et la poésie, même de Tsvetaeva et Todor Todorov, quand on ne l'a jamais lu, c'est de commencer par la correspondance. Comme souvent, les correspondances sont très riches en réflexions. Les poètes, ils proposent des réflexions sur leur travail, ils font des confidences à leur père qu'on ne trouve pas ailleurs. En l'occurrence, c'est un extrait de Correspondance à trois qu'on trouve chez Gallimard entre Rilke, Pasternak et Tsvetaeva. Et c'était la lettre de Pasternak à Rilke de 1926, dans laquelle Pasternak demande donc à Rilke d'écrire à Tsvetaeva, car il connaît son admiration pour Rilke. Et Tsvetaeva dira plus tard que celui-ci lui a fait cadeau de Rilke en les mettant ainsi en contact. On y découvre ici une poète en dialogue avec ses contemporains qui, de nouveau, ne les rencontre pas et garde cet éloignement et pourtant brûle du feu de la passion, cette fois-ci partagée. Ce sont les poètes qu'elle estime le plus. Effectivement, au cours d'une saison assez courte, en 1926, il y a cette rencontre improbable de trois des plus grands poètes du XXe siècle qui s'écrivent des lettres. Et elle s'arrête avec la mort de Rilke à la fin de cette même année, avec aussi la non-rencontre de Tsvetaeva et Pasternak qui habitent l'une en France, l'autre à Moscou. Il faut dire aussi que la conception du monde de ces trois poètes n'est pas tout à fait la même. Tsvetaeva et Rilke ont en commun de préférer, sans pouvoir le dire en autant de mots, de préférer l'amour en absence, parce que toute présence est un peu une déception. Et bien que pour Rilke c'est une question de principe, alors que pour Tsvetaeva c'est plutôt une nécessité, car elle ne parvient pas à vivre à la hauteur de ses aspirations. En tout cas, ils participent de la même attitude globale. Mais finalement, Pasternak ne leur ressemble pas. Et tout au long de sa vie, il finira par réaliser cet amour dans le quotidien, ce rapprochement de l'idéal et du vécu qui échappe aux deux autres. De ce point de vue, sa vie à lui, malgré toutes les difficultés qu'il rencontre puisque c'est celui qui reste habité en Russie soviétique, en Union soviétique, c'est celui qui connaît la vie la plus lumineuse des trois. Et dans cette correspondance, on y trouve, alors là, moi j'en ai lu un extrait, effectivement, quand elle s'adresse à Pasternak, elle dit qu'elle ne croit pas aux rencontres, c'est très beau, et on y trouve cette façon qu'elle a toujours de détourner le regard au-dessus de la vie quotidienne. Elle dit, mais vous rencontrez, finalement, mon mode préféré pour vous rencontrer, c'est le rêve ou la correspondance, finalement, toujours cet amour du détachement. Oui, mais de même pour Rilke qui préfère être en correspondance avec les femmes amoureuses de lui et dont il est amoureux lui-même, mais qui redoutent par-dessus tout la rencontre. Et Tsvetaeva le dit à Pasternak, mais finalement elle s'accommode assez bien aussi avec Rilke de ne pas le rencontrer. Il faut dire aussi que quand on lit la prose juxtaposée de ces trois poètes, on est tout de même impressionné par la qualité d'engagement de Tsvetaeva, qui dépasse en intensité celle de ces deux collègues. La qualité d'engagement, vous voulez dire poétique ou poétique, affectif? Ah oui. Poétique, c'est-à-dire qu'elle parvient à à donner une forme d'intensité à sa prose qui reste hors d'atteinte pour ces deux correspondants masculins. Elle les englobe et un peu les écrase. Est-ce qu'on pourrait dire que
cette importance pour elle de maintenir la distance, l'éloignement est peut-être expliquée en partie par son statut d'exilée. Elle écrit de très beaux textes sur le fait qu'elle se sent exilée, qu'elle parle des langues qui ne sont pas les siennes et que finalement, ce qui la caractérise le mieux, finalement, c'est cette situation presque permanente d'exilé. Elle dit que le poète est un exilé de l'univers. Au-delà même du fait que certains poètes comme elle, par exemple, mais aussi comme Rilke, vivent loin de leur patrie et souvent dans une langue autre que leur langue natale dans laquelle ils écrivent. Mais le poète est un exilé de l'univers parce qu'il doit atteindre la vérité secrète du monde et ne pas se contenter d'en décrire les apparences. Et au fond, l'exil facilite cette quête de la vérité cachée du monde. Ça, c'est la façon romantique d'en parler, mais elle le dit aussi en termes beaucoup plus crus et beaucoup plus concrets de son statut d'exilé, parce que c'est le cas lorsqu'elle vit en France. Il y a de très nombreuses descriptions sur la misère qui vient à la fois de son statut d'exilé et en même temps l'amour pour les autres étrangers que ça suscite en elle. Ah oui, elle a même écrit des textes qui acquièrent aujourd'hui une actualité surprenante, car elle est capable de s'imprégner de sympathie pour les Chinois qu'elle rencontre au service postal où ils provoquent des malentendus permanents. Et c'est elle qui essaye d'interpréter les paroles du chinois pour les pauvres employés françaises. Pourquoi chez moi un tel amour des étrangers, tous sans distinction, y compris les Arabes douteux, les Polonais arrogants, sans parler de nos frères de sang, les Yougoslaves, nos frères de voisinage et d'éducation, les Allemands, nos frères de tempérament avec leur air retentissant, les Italiens. Pourquoi mon cœur et ma bouche s'épanouissent-ils en un large sourire quand au marché j'entends parler français avec un accent, ou plutôt l'accent tout seul avec une pointe de français? C'est qu'à chacun de nous, n'importe qui, fût-il ivrogne ou gamin de 5 ans, peut à n'importe quel moment crier « métèque ». Et nous ne pouvons pas lui crier la même chose. C'est que, quel que soit le point de la carte où nous nous tenions, sauf dans notre pays, nous y sommes, en ce point, s'agirait-il même des plus vastes prairies, précaires. Le pied est précaire, la terre l'est aussi. C'est qu'à la moindre étincelle, la colère se déchaînera contre nous, cette colère que le peuple tient toujours en réserve, la légitime colère de la dignité offensée avec ses éternels éclats d'injustice criante. C'est que, ici, chacun d'entre nous, qu'il soit troublion ou loup, est éternellement l'agneau de la fable, le désigné d'avance coupable d'avoir troublé l'eau du ruisseau. C'est que dans la tempête, s'il faut absolument passer quelqu'un par-dessus bord, immanquablement, contre toute justice, et en fin de compte, normalement, ce sera nous. C'est que nous sommes tous, de l'Africain à l'Hyperboréen, camarades non pas de malheur, mais de danger. Ce n'est pas « on vit mal », mais « ça peut tourner mal ». Il est étrange d'entendre, de constater de Svetlana Todorov qu'à l'exil du poète sur lequel elle insiste tant correspond aussi cette solidarité avec d'autres étrangers qui ne sont pas du tout poètes. Ici, on parle des étrangers en termes de nationalité dans un pays. Une parole qu'on a de plus en plus de mal à entendre de nos jours. Mais qui pour elle allait de soi, justement parce qu'il y a une continuité entre l'exil physique, l'exil subi par les Russes, les Allemands et tous les autres, et l'exil comme condition métaphysique du poète, qui lui permet à la fois d'habiter ce monde, mais aussi de le voir comme du dehors, et de chercher à en révéler la vérité cachée. Mais quand on lit un texte là comme celui que je viens de lire un extrait, qui effectivement ça s'intitule le chinois, on a du mal à croire que finalement pour elle l'écriture puisse la satisfaire entièrement. On sent quand même une volonté d'engagement
cette situation, de venir en aide de ces étrangers qu'elle décrit ici dans ce texte. Et elle sait bien, puisqu'en plus en France, elle est très peu lue et elle ne vend pas, que son discours ne sera pas entendu. Est-ce que pour elle, l'engagement politique était une option ou justement elle s'est toujours gardée d'agir de cette manière-là? Son engagement était avant tout envers la poésie, envers cette quête d'absolu, et ce n'est qu'à travers sa fidélité à la quête de vérité qu'elle pouvait se trouver à différents moments engagée dans différentes causes politiques, comme vous dites, en l'occurrence une certaine sympathie pour les étrangers que nous sommes tous en puissance, pour peu que le destin nous jette sur les grands chemins de la vie qui nous obligent de quitter notre patrie. Elle le dit d'ailleurs dans la correspondance, dans une lettre à Rilke de juillet 1926, qu'elle n'est pas un poète russe. Elle dit: c'est toujours un étonnement pour moi d'être tenu pour tel, considéré comme tel. On devient poète non pour être français, russe, mais pour être tout. Ou encore, on est poète parce qu'on n'est pas français. La nationalité est forclusion et inclusion. Orphée fait éclater la nationalité ou l'élargit à tel point que tous y sont inclus. Et pourtant, elle reconnaît une spécificité de chaque langue. Ensuite, elle dit, voilà, le français est quand l'allemand devient. L'allemand est plus profond que le français, plus plein, plus dilaté, plus sombre. Le français est une langue impossible. Donc voilà, il y a d'un côté une réflexion beaucoup plus large sur le poète qui dépasse toute forme de nationalité, et quand même la prise en compte de la matérialité de chaque langue. Oui, elle est en fait trilingue. Elle a écrit un peu en allemand, pas mal en français, et le reste en russe. Et quand elle écrit des lettres à Rilke, elle se permet d'être poète en allemand. Je ne sais pas quelle était sa réaction quand il recevait ces lettres enflammées d'une Russe qui maltraitait ou en tout cas bouleversait la langue allemande. Mais ces lettres écrites en français, qui sont assez nombreuses, sont aussi des petits chefs-d'œuvre de maniement de la langue. Mais elle a eu effectivement ses passions particulières pour telle langue ou pour telle cause politique aussi. Elle était par exemple... mais non, je devrais dire d'abord que ses engagements ne correspondaient à aucun parti, parce qu'elle était capable de défendre la famille du tsar qui avait subi la violence bolchevique, et le lendemain défendre la poésie de Maïakovski, qui était le poète officiel de ce même État soviétique, parce qu'elle trouvait que l'absolu pouvait se manifester sous des visages différents et qu'il ne fallait pas s'enfermer dans telle ou telle unique idéologie qui aurait révélé la seule sagesse. Il fallait chercher cette identité humaine, identité du monde sous tous les oripeaux. Elle a beau dire qu'elle ne se considère pas comme un poète russe, elle écrit quand même en russe, et je vous propose qu'on entende l'interprétation, enfin la lecture de son poème Insomnie, en russe donc, par Anna Miasoedova. В огромном городе моем ночь, из дома сонного иду прочь, и люди думают: жена, дочь, а я запомнила одно — ночь. Июльский ветер мне метет путь, и рядом музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари дуть сквозь стенки тонкие груди в грудь. Есть черный тополь, и в окне свет, и звон на башне, и в руке цвет, и шаг вот этот никому вслед, и тень вот эта, а меня нет. Огни, как нити золотых бус, ночного листика во рту вкус. Освободите от дневных уз. Друзья, поймите, что я вам снюсь.
Разлетелось в серебряные дребезги зеркало, и в нем взгляд. Лебеди мои, лебеди, сегодня домой летят. Je suis très heureux qu'on ait entendu le poème en russe parce qu'il illustre le fait qu'il faut l'entendre dans sa langue. Il y a des rimes à chaque vers et ces rimes révèlent les liens secrets des mots et révèlent leur vérité d'une manière qu'aucune paraphrase ne pourrait produire. Mais quant au chant que nous entendons, je signale à vos auditeurs qu'Elena Frolova revient souvent à Paris, et notamment à l'automne, pour chanter Tsvetaeva. Я сегодня во сне рассыпала мелкое серебро. Bien, grand merci à vous, Tsvetan Todorov, d'être venu nous parler aujourd'hui de Marita Tsvetaeva, de nous donner envie de la lire. Vous avez contribué à l'édition de ces textes. On a notamment la prose autobiographique en 2 volumes qu'on trouve aux éditions du Seuil, Vivre dans le feu, les confessions qu'on trouve au livre de poche, et puis l'ouvrage intitulé Les aventuriers de l'absolu chez Robert Laffont, dans lequel on trouve un chapitre consacré à Oscar Wilde, un autre à Rilke, dont il sera question demain, et un 3e évidemment à Marina Tsvetaeva. On resterait bien plus longtemps à écouter Elena Frolova chanter Les éclats d'argent, le poème de Tsvetaeva. Mais il est 10h51 et vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Et vous savez que tous les jours à 10h51, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Est-ce qu'on reste dans la poésie avec vous ou est-ce qu'on s'en éloigne ? Non, c'est pas vraiment poétique, c'est philosopher avec la jeunesse, c'est de Robert Mizrahi, c'est paru aux éditions Encre Marine. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, les jeunes, ce sont ces personnes qui ont entre 16 et 25 ans. Ce sont plus généralement ces personnes qu'on désigne comme l'avenir de la nation, qui doivent se décider sur la place qu'elles voudront et pourront occuper dans la société. Alors philosopher avec la jeunesse, voilà un titre qui sonne comme une promesse, celle de se projeter dans l'avenir avec tous ces jeunes, toutes ces personnes en devenir. Mais voilà, il n'est pas vraiment question ici dans cet ouvrage d'avenir des jeunes, cet objet mal identifié, cet objet qui, parce qu'on en fait un objet justement, oblige à dégager une essence de cet âge de la vie. Non, il s'agit même plutôt d'une conversion, d'un renversement de ce qui s'oppose précisément à un état figé. Alors quand le philosophe Robert Mizrahi propose de philosopher avec la jeunesse, il faut plutôt le prendre à la lettre. Pas de philosophie sur la jeunesse qu'il renonce à essentialiser dès les premières pages de son ouvrage, pas de transmission non plus d'une culture déjà toute faite à ce pan de la population qu'on définit tout le temps par rapport à son âge. Au contraire, Mizrahi, en lecteur de Spinoza et Sartre, veut proposer, je cite, une doctrine de la jeunesse qui exprime à la fois son pouvoir essentiel, la liberté et la créativité, et une conception neuve de l'être humain comme étant son propre fondement. Une philosophie comme outil de vie, comme éthique de vie qui s'élabore grâce à la jeunesse. Alors bien évidemment, la jeunesse est quand même caractérisée, l'enthousiasme, la souffrance, la violence, le goût des voyages et la fête. Mizrahi ne renonce pas complètement à l'idée d'un ouvrage qui s'appuie sur un moment particulier de la vie, mais ce qui est intéressant, c'est que rien n'oblige ici à se cantonner à un âge. L'idée, c'est bien plutôt celle d'une attitude face à la vie, celle qui mise sur le présent et non l'avenir. Donc le présent, ce moment où s'actualise plein de possibles, ce moment où, comme dans la fête, la joie et la jouissance apparaissent dans toute leur puissance. Vive Robert Mizrahi, le jeune. Rappelez-nous le titre du livre. Philosopher avec la jeunesse, et c'est paru aux Encres Marine. Merci beaucoup Géraldine, merci encore à Tsvetan Todorov, mon invité aujourd'hui. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée au forçat de l'absolu. Après Marina Tsvetaeva aujourd'hui, ce sera Rainer Maria Rilke qui sera au programme demain en compagnie de Jean-Michel Molpois. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Nouveaux Chemins, où vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter, où les Nouveaux Chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour et attend vos remarques et commentaires.